Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette table ronde. Je me permets de me présenter. Alors, je m'appelle Alban Suarez. Je suis de Marmande, du Lot-et-Garonne, qui est le département mis en avant à la Maison Aquitaine pour ce mois d'avril. Et je vous parle de mon bureau, de l'organisme de formation Vegas. Je suis un ami du jeu vidéo, un journaliste critique, un spécialiste, un testeur de jeux vidéo. J'ai créé une collection de livres sur l'histoire du jeu vidéo qui s'appelle Games History. Et c'est avec un immense plaisir que j'ai accepté de répondre présent pour animer cette table ronde qui promet d'être très intéressante. Sur le titre Jouons utile, le jeu au service de l'humain. Cette table ronde va se dérouler en deux parties, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et puis tout à l'heure de vous présenter nos intervenants, nos invités qui ont des parcours formidables et qui nous promettent une table ronde passionnante, je vais demander à Sébastien Haufort de bien vouloir vous présenter un petit peu la soirée et les animations des Napéros. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Alors, effectivement, moi, je vous accueille sans l'image, puisqu'il y a un petit souci technique. Donc, je suis directeur de la Maison de la Nouvelle-Aquitaine, et donc mon rôle, c'est d'abord de vous souhaiter la bienvenue au nom de l'équipe qui propose ces apéros. Ensuite, je vais peut-être vous dire avec qui et pourquoi on les organise, et puis je vous dirai un mot de ce qu'est la Maison de la Nouvelle-Aquitaine et de ce qu'on trouve en Nouvelle-Aquitaine pour l'apéritif. D'abord, je vous prie d'excuser notre présidente, Christelle Piochot, et le président du conseil régional, Alain Rousset, qui ne pouvaient pas être parmi nous ce soir. Ces tables rondes avec les anciens étudiants des établissements d'enseignement supérieur de Nouvelle-Aquitaine, nous en organisons depuis 2 ans. Et parce que je crois qu'en ce moment, on manque un peu d'occasion de se retrouver, on redouble d'efforts sur cette mission qui est en fait de créer du lien. Et nous proposons 10 de ces soirées avec les alumni en 2021. Alors, pourquoi cette collaboration avec les alumni ? Eh bien, nous sommes l'ambassade de la région. Donc, notre boulot, c'est la valorisation des territoires, des destinations, des produits, des savoirs, des savoir-faire de la Nouvelle-Aquitaine. Mais une ambassade, elle a besoin d'ambassadeurs. Et nous, on est persuadés que les jeunes qui ont quitté la Nouvelle-Aquitaine après leurs études sont encore attachés à ces territoires et on veut faire durer ce lien. Pourquoi pas d'ailleurs pour qu'ils y reviennent un jour, créer, investir, travailler ou juste en vacances. Donc, voilà, pour ceux qui nous écoutent ce soir, c'est un peu un de nos objectifs. Et puis, ces tables rondes, elles permettent de donner un coup de projecteur sur des formations, des centres de recherche, sur des universités ou sur des écoles de Nouvelle-Aquitaine. Ce soir, cette rencontre, elle a été pensée avec le Campus Numérique 47 et son directeur Damien Bizot en dira un mot dans un instant. Et puis l'Engmin, le CNAM Engmin, et là son directeur, Axel Buendia, compte parmi les intervenants de la table ronde, donc il dira un mot à ce moment-là. J'en profite pour remercier l'ensemble des intervenants d'ailleurs et l'animateur de cette discussion. Merci Alban. Une discussion qu'on veut la plus interactive et la plus conviviale possible. Donc vous allez voir, il y a le chat, l'onglet questions, les sondages, tout ça, tout est là pour qu'on partage tous autour de la réflexion, autour de la ludification. Cette thématique, elle est plutôt inspirante, je trouve, et j'espère qu'elle pourra apporter des pistes d'innovation à certains, quel que soit le domaine dans lequel vous évoluez. Et puis, pour finir les remerciements, ces soirées alumni, elles nous sont permises grâce à 2 entreprises mécènes. Et donc, je veux remercier EDF et le Crédit Mutuel du Sud-Ouest pour ce soutien important. Je sais que les sujets qu'on traite les intéressent, mais je sais aussi qu'ils sont aux côtés des établissements de formation, aux côtés de la jeunesse de Nouvelle-Aquitaine, et en tout cas, ils nous accompagnent sur ce programme. Alors, il est bientôt à peu près l'heure de l'apéritif, mais un mot sur ce que fait la Maison de la Nouvelle-Aquitaine. D'abord, nous sommes là pour appuyer le développement des acteurs socio-économiques de la région. Et par exemple, on propose un centre d'affaires rue des Pyramides, au cœur de Paris, 7 salles de réunion, de rendez-vous, de formation. Et puis, l'ambassade dont je parlais, c'est aussi un lieu d'événements, de rencontres et de promotion. Donc, petite parenthèse promo pour dire que depuis le 1er avril, c'est le Lot-et-Garonne qui est à l'honneur à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine. Et on a notamment monté une vitrine des produits de ce département, une boutique éphémère, en fait, dans laquelle vous trouverez plein de très bonnes choses à déguster. Et vous connaissez d'ailleurs la place particulière de ce territoire dans la production agricole ou viticole française. Alors justement, avant de jouer et de parler jeu, on vous propose, comme on l'a fait les autres fois, de découvrir un produit de Nouvelle-Aquitaine, et donc bien sûr un produit du Lot-et-Garonne,
que vous retrouverez en boutique pour les Parisiens qui veulent nous rendre visite. Alors, vous ne le voyez pas, mais moi, j'ai un verre qui est vide. Et donc, on va se rendre à Nérac. Nérac, d'ailleurs, je fais une parenthèse, petite ville à laquelle TF1 consacrait un reportage dans un JT ce week-end. Et à Nérac, je vous présente Anne-Hélène, qui est dans sa distillerie, je crois, et qui va nous présenter ses jeans bio, plusieurs fois distingués, médaillés, et donc produits, bien sûr, en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, merci, à la vôtre, bonne table ronde. Merci Sébastien. Bonsoir. Bon, mais effectivement, je vais vous présenter. Alors, je suis pas dans la distillerie, mais je suis dans mon bureau parce que la distillerie est un petit peu encombrée en ce moment. Mais je vais vous présenter donc nos trois produits en fait qu'on a lancés assez récemment, parce que notre distillerie a à peine 1 an et demi. On est plutôt, elle est basée plutôt sur la production de gin bio, dans une démarche qu'on dit solidaire et équitable, dans le sens où on a vraiment développé un vrai partenariat avec les producteurs lot-et-garonnais. Ils ont été plusieurs fois primés, bon voilà, ça c'est un petit peu notre petite satisfaction aussi, notamment à des concours internationaux et à des concours à Londres où on a vu quand même le prix de meilleur London Dry Gin sur nos jeans. Et puis en parallèle donc de la production de nos jeans, on développe aussi toute la culture de baies de genévrier. Parce qu'il faut savoir que le gin, le composant majeur, c'est la baie de Genièvre et qu'on la trouve pas à l'heure actuelle en France en bio. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce partenariat avec le lycée agricole de Nérac. Donc voilà. Alors si je peux vous les décrire très rapidement parce que je vais pas vous encombrer sur sur la réunion. Avec Juste plaisir. pour voilà, le premier, la tribu numéro 1, on a utilisé le kiwi du Lot-et-Garonne parce qu'on est quand même les premiers producteurs de kiwi bio en France et qu'il n'a pas été utilisé encore dans la conception d'un gin, alors qu'il est beaucoup utilisé dans les cocktails. Donc là, on est sur un produit qui est très frais, le kiwi va apporter de la sucrosité, de la rondeur, mais après, on a les touches de verveine citronnée, d'agrumes qui le rendent vraiment un gin très frais et très facile d'accès. Notre deuxième, c'est la tribu numéro 2, simple à retenir. Là, on a utilisé la pomme et la poire du Lot-et-Garonne, auquel on a ajouté le rhizome de l'iris qui va apporter des notes légèrement boisées, un petit peu florales, et une touche de gingembre et de poivre pour donner voilà, son côté gourmand, épicé, un produit qui est très agréable à déguster en digestif également. Et notre petit troisième qui vient tout juste de sortir est le premier gin français à la truffe d'été, bien sûr lot-et-garonnaise. Donc là, on est sur un produit qui se consomme. On est en train de faire justement avec beaucoup de mixologues des conceptions de cocktails un peu particuliers, mais également c'est une alternative pour un digestif très sympathique. Et voilà, on a associé la truffe d'été sans aucun arôme, donc c'est vraiment de la vraie truffe. Associée à la vanille de Madagascar pour apporter de la gourmandise, de la sucrosité. Voilà. Mais merci beaucoup Anne-Hélène de la distillerie du Grand Nez, donc en direct ce soir de Nérac. Et merci beaucoup de nous faire saliver et de nous faire rêver à la dégustation prochaine, j'en suis sûr, de ces apéritifs qui ont l'air vraiment voilà, très engagés. Et merci beaucoup Anne-Hélène. Mais de rien. Merci. Je vais avoir le grand plaisir maintenant en fait d'accueillir Damien Bizot. Damien Bizot, directeur du campus numérique, qui va nous présenter tout ça. Et je voudrais lui dire un grand merci puisqu'il aura été l'entremetteur. Il connaît les ressources du Lot-et-Garonne et de son territoire. Et c'est par son entremise que je suis avec vous aujourd'hui pour animer cette table ronde. Et donc, un grand merci Damien et on t'écoute. Merci Alban, merci aussi à Sébastien et Sandrine notamment pour l'organisation. Très rapidement, hein, parce que voilà, pas voler la vedette aux intervenants ce soir, le campus numérique 47, alors je sais que le terme est un peu galvaudé maintenant, mais c'est un écosystème, donc au cœur du Lot-et-Garonne, à Agen, depuis 2017. On essaye de rassembler dans un même site, un site historique de la ville d'Agen, l'ancienne école normale, 3 activités autour du numérique. Donc ces 3 pôles, c'est la formation. On s'est construit sur la formation historiquement en accueillant l'école d'ingénieurs informatiques InTech il y a quelques années, avec des spécialités notamment autour du développement et de la gestion des systèmes et réseaux. Et sur cette base en fait étudiante, qui était la base d'un campus forcément, on est venu ajouter d'autres pôles, d'autres activités. Dès 2018, en ouvrant un incubateur de start-up, de porteurs de projets, on en a accueilli une trentaine maintenant depuis 2018, avec ce soir
une des plus belles réussites qu'on ait accueilli Mohamed Tariq, que vous verrez un petit peu plus tard, à quel banc on vous présentera. On accueille des porteurs de projets de tous horizons, des gens qui sont salariés, des gens au chômage, des gens en reconversion, des entrepreneurs qui veulent changer d'univers, avec à chaque fois un accompagnement et un hébergement pendant un an maximum, avec des ateliers individuels, des cours collectifs, et puis une mise en réseau qui est essentielle, bien sûr, pour toutes ces personnes, tout cet univers. On s'est ouvert aux étudiants, on s'est ouvert aux entrepreneurs, j'en ai parlé, et depuis 2020, parce que 2020, on s'est dit, c'est la bonne année pour s'ouvrir au grand public, allons-y, avec des confinements successifs et tout ce qui s'en est suivi. On a ouvert un espace de coworking qui est un complément pour notre incubateur, qui accueille aussi des porteurs de projets à l'issue de leur incubation, et surtout des espaces qui accueillent tous les publics. Donc tous les publics, ce sont des personnes âgées, des gens du quartier sur lequel on est installé, des personnes en recherche d'emploi qui ont besoin d'un accompagnement ponctuel, individuel ou collectif. Aujourd'hui, par exemple, on a un atelier découverte de Windows. La semaine prochaine, c'est création de boîte mail, des choses de base, mais qui sont essentielles parce qu'elles sont maintenant demandées à tous, ne serait-ce que pour accéder aux plateformes de la CAF, de Pôle emploi ou autres. Donc ça, ce sont des ateliers gratuits, bien sûr, qu'on poursuit pendant les périodes de confinement, parce qu'on estime que c'est un service au public. À défaut d'être un service public, en tout cas, c'est un service au public et auquel on tient beaucoup. Donc, on mélange tous ces publics, les étudiants, les entrepreneurs, le grand public, et ça fait le succès depuis quelques années du campus. On continue de s'agrandir parce qu'on a la place, et notre prochaine étape, justement, c'est l'accueil de Vegas aussi, d'Alban Suarez, une autre formation numérique du Lot-et-Garonne, sur le jeu vidéo notamment, mais voilà, ça, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard ce soir. Merci, et je reste à disposition de tout le monde pour plus d'infos sur le campus. Un grand merci, Damien. Merci beaucoup. Alors, il est grand temps de rentrer de plein pied, de mettre les pieds dans le plat de cette table ronde dont le titre est Jouons utile. Jouons utile, le jeu au service de l'humain. Alors, le passionné de jeux vidéo que je suis, mais pas que de jeux vidéo, de jeux sous toutes ses formes, aussi bien du jeu de rôle, etc. On va en parler du jeu, justement. Toute cette table ronde, qui va se dérouler jusqu'à 20h, va se dérouler en 2 parties. Nous avons 6 intervenants que je vais avoir l'immense plaisir de vous présenter dans quelques secondes. Et en fait, cette table ronde va se dérouler sur 2 étapes, voilà, d'une quarantaine de minutes. Pas d'étiquette, pas de fermeture. Les intervenants de la première partie, qui sont 3, pourront aussi intervenir en deuxième partie et vice-versa. Et pour parler du jouons utile, cette réflexion, ce titre un peu polémique même, qui a fait réagir certains d'entre nous, sous ce titre Jouons utile, nous avons donc dispatché en 2 parties. Une première partie, en fait, qui est le jeu et la société, et la ludification, la gamification et la réflexion sur tout ce qui va tourner à la gamification du lien social qui se redéfinit par le jeu. Donc ça sera la première partie un peu de la table ronde. Et sur une deuxième partie, nous attaquerons la relation du jeu et du corps humain. Donc voilà, des réflexions qui sont au cœur de la recherche de nos invités, que je vais maintenant vous présenter et qui vont tous arriver. Donc, tout d'abord, pour la deuxième partie, nous retrouverons 3 personnalités qu'on va retrouver, qui pourront intervenir, mais on va retrouver Thierry Olive, qui est directeur de recherche au CNRS, membre du CERCA aussi, Centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage. Nous retrouverons sur cette deuxième partie aussi Fabien Audat. Fabien Audat, développeur de marché SPN, il nous en dira plus tout à l'heure, et community leader sur la French Tech Atlantic Valley. Et nous retrouverons aussi donc Mohamed Tari, dont tout à l'heure Damien Bizot disait le plus grand bien, qui est le fondateur de Keep in Care, un projet très intéressant dont il nous parlera plus en détail tout à l'heure, et qui est à la base kinésithérapeute et qui a fait un doctorat sur la recherche sur les AVC. La deuxième partie sera centrée sur la santé. Et pour cette première partie, où on va vraiment réfléchir sur cette notion de jeu dans la société ancienne et moderne, on accueille Axel Buendia, qui est docteur en intelligence artificielle et qui, enseignant au CNAM, est devenu aussi le directeur de l'école de jeux vidéo d'Angoulême, l'EJMIN. Nous allons aussi avoir donc Sophie Marnier, qui est chef de pôle Terra Ventura. Elle nous expliquera tout ça aux communautés régionales Tourisme Nouvelle-Aquitaine. Et nous retrouverons, qui est déjà connecté aussi, Émeric Castin, qui va nous parler de 2 pendants de son activité, de sa structure, de sa société, qui est l'humanimation et la mécanimation. Et il nous parlera aussi, en tant que président du CAT, c'est le cluster aquitain Transmédia et Storytelling. Donc, je vous dis un grand merci à tous d'avoir répondu présent pour cette table ronde, donc en 2 parties, avec une ouverture totale pour les uns et les autres.
Et donc, je vous dis à tous bonsoir et bienvenue. Merci Alban. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, pour rentrer de plein pied dans cette thématique, on parlera tout à l'heure d'ailleurs du titre. On ne va pas rentrer tout de suite sur le titre, sur le jouon utile. On aura l'occasion d'y revenir. J'aimerais bien avoir d'ailleurs votre avis sur ce titre. Est-ce qu'il y a une dimension utile au jeu? Ça sous-entend, est-ce qu'il y a une dimension inutile? Nous y reviendrons. Gardez ça dans un coin de votre tête. Pour l'instant, on va rentrer de plein pied dans cette première partie de la table ronde, qui est vraiment la notion de jeu et de société. La ludification, alors ce sont des termes que certains trouvent un peu galvaudés aujourd'hui, mais la ludification et la gamification, c'est-à-dire réfléchir à des sujets et les rendre intéressants, ou en tout cas jouables, pour susciter peut-être l'intérêt d'un public, c'est une simple définition, on pourrait aller beaucoup plus loin. Et pour ce faire, j'aimerais commencer, alors voilà, j'ai une première question, je vais me tourner vers Axel Buendia, directeur de l'Engmin, pour lui demander, en fait, est-ce que l'humanité a toujours joué? À partir de quand joue-t-on? Et le jeu est-il au cœur de nos sociétés et depuis quand? Alors l'humanité a toujours, je sais pas, j'y étais pas, mais elle joue depuis très longtemps. Les animaux jouent aussi pour apprendre, donc ça a toujours été le jeu est un terrain d'expérience et d'expérimentation qui est censé ne pas être punitif, pas trop punitif, et donc qui permet aux gens de s'entraîner et d'expérimenter et de découvrir des nouvelles choses. Donc le jeu a toujours été très lié à l'apprentissage. Le jeu dans la société joue un rôle aujourd'hui prépondérant puisque c'est le premier objet culturel devant le livre, le cinéma, la musique. Alors je continue puisqu'on vient de perdre Axel, mais qui ne va pas manquer de revenir, je vous l'assure. Donc en fait, Axel le disait très bien, en fait, depuis l'aube des temps, en fait, on a toujours joué. On a toujours joué, et puis même, il y a des grands jeux comme le jeu de Go au Japon qui s'appelle le Weiki en Chine. Ce sont des jeux dont on estime qu'ils ont déjà 2500 ans. Donc ils datent de bien avant Jésus-Christ. Et donc le jeu a toujours été un petit peu au cœur des interactions sociales. En tout cas, le jeu a depuis toujours, chez l'être humain, permis de développer, d'exprimer, en tout cas, une joie de vivre. Voilà, c'est au travers du jeu que les interconnexions sociales se font. Et il n'a pas été donné à tous les êtres humains dans l'histoire de l'humanité de pouvoir jouer, car il y a des impératifs avant jouer qui sont celui de se nourrir, de se protéger, etc. Et donc, à un certain moment, quand la société humaine a eu la possibilité de pouvoir penser à d'autres choses, je ne sais pas si tu as entendu ce que je disais, Axel, mais du coup, sur cette partie-là, en fait, voilà, le jeu très ancien de Go, etc. En fait, le jeu a toujours été au cœur de l'esprit de l'humanité, même si bien avant ça, il fallait se nourrir et se loger, etc. Désolé, je me suis fait dégager. Du coup, oui, je disais que le jeu est un produit culturel prépondérant, qu'aujourd'hui il est dans toutes les poches. 75% de la population joue occasionnellement, donc on peut dire que ça touche quasiment tout le monde. Donc c'est un vrai produit qui est partout, omniprésent, qui touche évidemment plus les jeunes, mais pas que. La moyenne d'âge est autour de 35-40 ans. Donc du coup, qui en fait reflète plutôt une très large plage de gens qui jouent, hein, entre 10 et 60, on va dire. Et voilà. Donc je pense que la place du jeu dans la société n'est plus à discuter. La question, c'est qu'est-ce qu'elle va devenir après et qu'est-ce qu'on voudra en faire nous. À quel besoin impérieux de l'humanité un peu répond le jeu, sans donc du coup être vraiment pour l'instant sur le jeu vidéo, parce qu'on va y venir au jeu vidéo aussi. Mais en fait, selon vous, et là je pose la question à tous mes intervenants, pour vous, en fait, la notion de jeu répond à quel besoin impérieux de l'humain? Alors il y a un besoin de détente, c'est-à-dire en gros de sortir ces idées un peu de la dure journée qu'on vient de vivre particulièrement. Il y a un besoin de détente. Alors par rapport à des médias plus passifs comme la télé ou le cinéma, dans le jeu vidéo on est très actif, donc il y a quand même une implication. Cette détente est du coup assez relative, même si ça nous sort les idées, que ça nous change les idées. On reste quand même beaucoup plus actif quand on joue à un jeu vidéo que quand on est devant un film ou en train de lire un livre. Et il y a aussi cette capacité à visiter d'autres univers, à changer, à expérimenter des choses qu'on peut pas expérimenter dans la vraie vie. Donc ça, c'est des choses qui sont encore plus fortes qu'on peut faire évidemment dans un film et qui sont encore plus prenantes puisqu'on est partie prenante de l'histoire quand on joue. Et donc, qui sont encore plus immersifs dans un jeu vidéo. Et puis, avec l'avènement de la réalité virtuelle, ça, c'est le premier point. Et puis après, on s'est aperçu que les jeux vidéo avaient des capacités intéressantes sur la physiologie. Ils entraînent notre centre d'attention, ils entraînent notre repérage dans l'espace.
ils maintiennent une motivation et ils entraînent même notre capacité d'attention dans le temps. C'est un des reproches qu'on peut faire sur les générations dont je fais partie. Et, et du coup, il y a plusieurs effets bénéfiques aux jeux vidéo et je pense qu'il a un rôle à jouer dans la société. Alors après, on en parlera plus tard. Il y a aussi des effets moins bénéfiques. Mais... On va y venir après, tout à fait. Merci beaucoup, Axel. Une autre question liée à ce que tu m'avais dit. On commence quand à jouer à quel âge on commence à jouer? Tu m'avais parlé du point de départ du jeu. Avant de parler du jeu vidéo, tu m'avais dit déjà le jeu, quand on préparait cette table ronde, tu m'as dit ça commence déjà tout petit. Alors le jeu, ça commence assez jeune. Alors sans parler de jeux vidéo, en parlant juste de jeu. Hein, donc les enfants jouent en fait. Ils jouent à attraper des choses. Ils jouent. Tout ça, c'est un système d'entraînement. Les parents sont invités à inciter les enfants à jouer, puisque ça expérimente leur sens, ça expérimente leur vision du monde, leur réflexion autour du monde, leur capacité motrice. Et maintenant, si on parle de jeux vidéo, donc on parle d'écran. Quand on parle d'écran, quand même, c'est très déconseillé pour des enfants en bas âge, notamment en dessous de 6 ans, on va dire, c'est quand même pas transcendantal. 3 ans, 3 ans, c'est la limite vraiment basse. Il y a d'excellentes revues, des littératures, il y a eu des bonnes études. Il y a une étude en France qui a été menée, qui est assez massive, qui s'appelle ELF, E-L-F-E, qui a été menée sur des enfants qu'on a pris à la naissance et qu'on observe tout au long de leur déroulement cognitif. Justement, on leur pose des questionnaires toutes les semaines sur combien de temps ils ont passé à l'écran, est-ce qu'ils sont allés dans des musées, bref, peu importe, tout ce qu'on peut imaginer, pour essayer de voir justement l'impact réel des écrans et puis des activités, surtout, quelles qu'elles soient. Donc là, le jeu vidéo est une extension réservée à des publics un peu plus matures. Voilà, donc ça va de PEGI 6 à PEGI 18. Et donc du coup, là, on a des jeux pour tous les publics. Les PEGI qui sont les restrictions d'âge, les conseils de Bien sûr. restriction d'âge auxquels se procurer et auxquels même jouer au jeu. Et puis, c'est pas parce qu'on a 13 ans et qu'on a le droit de jouer à un jeu justement pour le bon âge qu'on a le droit de jouer à côté de son petit frère qui a 6 ans. Voilà, spectateur, c'est aussi le PEGI est vraiment pour les spectateurs de jeux vidéo. C'est une nomenclature comme on l'a en télévision et en cinéma et qui est très importante de respecter pour éviter justement tout type de problème. Maintenant, j'aimerais vous parler de ce terme de gamification. On parle beaucoup de la gamification, de la ludification des choses. Alors, on est en plus dans un temps où le jeu a repris son essence importante dès le premier confinement, avec tous ces apéros familiaux et ces moments de connexion en virtuel. Eh ben, il y a des jeux de société où des familles se sont retrouvées à jouer avec d'autres membres de leur famille. Et même le jeu de société. Alors, tout à l'heure, je mentionnais le fait que le Go est un jeu qui a 2500 ans. Mais du coup, cette interconnexion par le jeu de société et par écran interposé pendant le confinement a ramené le jeu au sein des familles. Et en même temps, cette notion de gamification, par contre, depuis le début des années 2000, est un peu sur beaucoup de lèvres. Alors au départ, peut-être plus de spécialistes, mais cette notion de gamification qui a amené aussi à la naissance d'un terme dont vous allez me parler, parce que je pense que ce terme rebute les joueurs et fait peur aux joueurs de serious game. Cette notion de gamification des choses, vous en pensez quoi? Et est-ce que c'est une tendance qui continue, qui s'accélère? Alors le serious game, ça vient d'un mot anglo-saxon. Et serious en anglo-saxon, ça a une connotation qui veut dire professionnelle, plus que sérieuse, en fait. Et donc du coup, en français, ça a été traduit par sérieux, ce qui est pas forcément une traduction très juste. On pourrait appeler ça jeu à autre utilité que simplement l'utilité habituelle du jeu, ce qui est un peu trop long, mais on appelle ça jeu utile, nous, pour simplifier un peu. Et donc du coup, alors il y a eu le choc des cultures, hein, en effet, dans les années 2000, on a dit ouais, c'est super le jeu, ça a des capacités en termes de motivation chez les jeunes qui sont colossales. Hein. Quand vous regardez un jeune jouer, vous avez l'impression qu'il est complètement absorbé par le jeu. Vous pouvez lui parler, il n'entend pas du tout ce que vous êtes en train de lui raconter. Donc il y a des capacités motivationnelles qui sont assez phénoménales, qu'on a du mal à retrouver dans d'autres supports culturels ou d'autres. Donc ça, c'est très, très important et on s'est dit on va exploiter ça pour d'autres buts que simplement jouer, par exemple pour lui apprendre des choses, pour lui faire passer des messages, etc. Et donc on s'est dit c'est génial, on va faire des jeux pour tout. Et puis les gens disaient moi j'achète mon jeu à 60 € dans la boutique du coin, voilà, c'est pas cher, les jeux c'est super, puis regardez tout ce qu'on peut faire, on a des mondes complets, virtuels, etc. Ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que les jeux, ça coûte quand même, en général, les jeux à 60 € coûtent souvent 60 millions d'euros, ou en tout cas quelques millions d'euros à fabriquer.
Donc il y a eu un premier choc de culture en se disant on peut faire des jeux pour tout, vite fait, comme ça, super. Et en fait, non, ça coûte très cher à fabriquer les jeux, donc c'est pas facile. Et puis en plus, le jeu utile, c'est plus compliqué qu'un jeu normal. Un jeu normal, déjà, ça doit être marrant pour que les gens y jouent, mais un jeu utile, ça doit non seulement être un jeu normal, c'est un jeu marrant auquel les gens jouent, sinon on perd cette capacité motivationnelle, mais en plus, ça doit avoir un autre effet. Un effet, faire passer un message, faire apprendre des choses, faire découvrir des choses. Et cet autre effet, il est difficile de le greffer dans le jeu, quoi. Déjà, fabriquer un jeu, c'est difficile, et si en plus il faut greffer un autre effet dedans, c'est difficile. Donc, il y a eu des boîtes de jeux qui ont essayé de s'y mettre, qui avaient du mal à communiquer avec des entreprises. Il y a eu des boîtes d'entreprises qui étaient spécialisées dans la formation, qui ont essayé de s'y mettre, mais qui ne savaient pas faire des jeux. Et puis, petit à petit, on s'est aperçu que c'était quand même très cher, que c'était pas facile d'avoir ce qu'on voulait, que ça marchait pas tout le temps. Il y a eu des très belles réussites, puis il y a eu des gros échecs. Et donc, aujourd'hui, on est dans une phase où je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Avant tout valider nos objectifs et savoir si le jeu est vraiment la réponse qu'on peut donner. Et dans certains cas, ça l'est, et dans d'autres, ça l'est pas. On reviendra tout à l'heure sur cette notion de serious game et j'apporterai quelques précisions. Je trouve ça très intéressant. Merci beaucoup, Axel. Et en fait, autour de la gamification et en tout cas de prendre des aspects du jeu, alors qu'il soit du jeu vidéo ou même du jeu en général, de société, etc., je vais me tourner vers mes deux autres interlocuteurs, Émeric et Sophie. Peut-être demander déjà à Sophie qu'elle nous parle un petit peu de l'exemple, et l'exemple assez spontané, puis c'est ce qu'elle m'a expliqué. Il n'y a pas eu vraiment une vraie démarche de gamification, de se dire il faut qu'on transforme notre activité avec cette notion de jeu. Ça s'est fait assez naturellement. Tu m'expliquais, Sophie. Est-ce que tu pourrais nous expliquer à tous ce soir, nous parler justement de Terra Ventura et nous expliquer comment s'est mis en place cette notion de gamification au sein de votre activité? Oui, bonsoir à tout le monde et bon apéro déjà, hein, c'est important. Nous, Terra Ventura, c'est porté par le Comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine. À la base, en fait, on voulait faire découvrir en fait le patrimoine de la Nouvelle-Aquitaine et surtout les pépites patrimoniales qu'on avait du mal à mettre en valeur comme ça par des circuits classiques qu'on pouvait mettre en œuvre. Donc assez rapidement, on a créé donc Terra Ventura, qui est aujourd'hui une application mobile, mais à la base c'était avec un GPS, etc. Et on a effectivement plusieurs niveaux de jeu dans Terra Ventura. Donc au tout départ, c'était simplement, si je puis dire, des chasses au trésor, donc des chasses au trésor qu'on peut avoir donc, très classiquement. Alors, vous connaissez peut-être le concept de géocaching, qui est l'idée d'avoir un GPS, une coordonnée GPS, et d'aller sur un point et de trouver un trésor. Donc là, on a utilisé ce concept-là pour mettre en valeur le patrimoine. Et nous, on part du principe qu'il faut aller récolter des indices dans les espaces naturels et patrimoniaux. Et à la fin, quand on a récupéré tous les indices, on va trouver un trésor. Donc ça, c'est la première étape. Et puis, quand on a commencé à travailler sur Terra Ventura, donc la première année, on crée une 30aine de parcours. Et puis, assez rapidement, on avait créé un univers. Alors, c'est ce qui va faire un peu la différence avec du géocaching classique, c'est qu'on a créé un univers avec des personnages, avec différentes... un univers, en fait, un vrai univers, un univers graphique qui est assez poussé et qui va créer un lien avec le joueur. Et dans nos trésors, on a un badge qui est à l'effigie de la thématique qu'on vient de découvrir et qui peut être Zouti, Ziceo. Enfin voilà, on a donné des noms à nos thématiques assez ludiques qui permettent de créer en fait un lien entre le joueur et Terra Ventura. Et puis, c'est vrai que cette histoire de gamification, on a commencé comme ça, c'était le niveau 1, et puis assez rapidement, on s'est dit, ça pourrait être vraiment intéressant de créer un niveau 2, évidemment, comme dans les jeux vidéo, en fait. Donc, le premier principe, c'est je vais découvrir mes parcours, je découvre du patrimoine. Donc là, on apprend, comme ce qu'on disait. Bon, en tous les cas, on apprend des choses sur la Nouvelle-Aquitaine. Et puis, le niveau 2, c'est j'aurai une combinaison, en fait, de parcours assez définie et sur lequel nous, on va travailler. Et une quête bonus va apparaître sur mon plateau, enfin sur mon parcours ou sur ma carte de jeu. Et donc ça va être le niveau 2. Et on a vu assez rapidement que c'était hyper puissant. Alors c'est vrai que ça fait peut-être un peu amateur par rapport à vous tous qui êtes dans les jeux vidéo, mais on s'est dit, mais en fait c'était hyper puissant parce que les gens se sont pris au jeu, ils ont récolté les différents badges.
Et puis, en fait, de pouvoir avoir accès à une quête mystère et bonus, ça leur a donné envie d'aller encore plus loin. Et du coup, nous, comme on travaille dans le tourisme et que c'est notre boulot, c'est de générer des flux sur les territoires, on s'est dit, bon, bah, très rapidement, la quête bonus, pour y arriver, il va falloir que le joueur visite un certain nombre de départements pour pouvoir y avoir accès. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a mis en place une mécanique de gamification qui aujourd'hui est notre fil conducteur très fort sur nos actions Terra Aventura. Donc, à la fois, on va on va vraiment encourager le joueur à découvrir le patrimoine, etc. Mais on va aussi l'inciter à aller sur tel ou tel territoire en fonction du personnage qu'on va y trouver, de sa rareté, et puis des combinaisons qu'on va inventer dans le back-office de Terra Aventura. C'est formidable, Sophie. Et moi, j'étais très étonné parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est un peu ancestral, c'est-à-dire la chasse au trésor et cette notion aussi de course d'orientation. Ce sont des choses qui, voilà, qui n'ont pas de temps, j'ai envie de dire, qui n'ont pas d'âge. Et finalement, vous, les sujets de la gamification ont amené quand même à ce que tout soit numérisé, tout numérique, avec du vrai déplacement de personnes, avec une application. Et donc, la gamification s'est fait un peu naturellement au fil de réunions de réflexion. Et finalement, ça n'a pas été pour vous, finalement, un enjeu imposé, comme l'exemple que prenait Axel tout à l'heure. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui ou de structures, même de collectivités qui se disent il faut sensibiliser à l'écologie, donc, et si on faisait un jeu? Parce que c'est le jeu qui va toucher le plus grand nombre. Alors que du coup, faire un jeu, ça ne se fait pas comme ça, comme l'expliquait Axel. Et vous, en fait, tout s'est fait de manière très naturelle et très fluide, et pour un grand succès, puisque, comme tu me le précisais, Sophie, tu peux nous parler un petit peu des déplacements que vous arrivez à organiser physiques, alors pas en confinement, c'est vrai, mais les résultats qui sont les vôtres en termes de tourisme et de déplacement, si tu peux nous en parler un peu. Oui, alors du coup, aujourd'hui, c'est 2 millions de joueurs. Donc, bon, clairement, la gamification qu'on a mis en place fonctionne et crée une fidélisation très forte avec notre communauté. Et 2 millions de joueurs, donc on a à peu près entre 150 et 160 000 téléphones actifs tous les mois. Alors évidemment, en ce moment, c'est un peu plus délicat. Et on a donc en général chaque année autour de 80 à 150 000 équipes nouvelles qui adhèrent à Terra Aventura. Donc aujourd'hui, c'est puissant, hein, on peut le dire clairement. Et c'est vrai que plus ça va, plus pour nous, il y a une réflexion très forte sur la ludification, sur l'ergonomie de l'appli, sur les profils joueurs. Peut-être que l'amateurisme du début sur les 3 premières années, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, puisqu'on réfléchit tout de cette manière-là et on apporte des éléments à chaque fois nouveaux qui nous permettent de fidéliser et de satisfaire aussi les joueurs qui vont du coup en parler. Quand on voit par exemple qu'on a 96%, c'est notre taux de satisfaction sur le jeu, et voilà, et 89% des joueurs en parlent à d'autres. Donc il y a un niveau de satisfaction qui est intéressant, avec des concepts de jeu à la base qui sont relativement simples, mais qui ont été chiadés par un univers spécifique. Et ça me permet, tu me tends une perche pour pouvoir venir sur un sujet qui est crucial et essentiel, c'est-à-dire que vous avez fédéré, vous avez créé une communauté. Et cette notion de communauté, on va y venir. Je te reposerai une question, Axel, à propos des communautés liées justement au jeu, parce que le jeu entretient la création et le lien social et cette notion de création de communauté. Mais juste avant qu'on y vienne, j'aimerais, Aymeric, te poser un petit peu la même question que Sophie, puisque pareil, dans le cœur de ton activité et de ton entreprise, tu as eu l'occasion, en fait, de pouvoir penser cette notion de gamification à différents égards, aussi bien sur 2 volets. Tu pourrais nous expliquer un petit peu ces 2 pendants de ta structure, mécanimation et humanimation. Tout à fait. Merci, merci Alban. Bonsoir à tous. Donc ouais, j'ai créé Humanimation en 2017, après pas mal d'expériences en production d'animation. J'ai voulu créer Humanimation pour situer une expérience entre l'animation, donc les dessins animés, et les jeux vidéo. Donc c'est-à-dire se positionner sur cette double culture et essayer de flouter la limite entre les deux. Donc là, on en est on développe en tout, on a une quinzaine de projets, dont 5 qui sont vraiment, on va dire, en bonne voie de développement, dont certains qui sont développés comme
comme Globozone qui est sorti, qui est d'abord une série sur Arte. On développe aussi un projet de spectacle immersif qui est l'adaptation de la BD Shangri-La de Mathieu Bablé, qui était sélection Angoulême 2017. On va faire un spectacle immersif. On fait ça en coproduction avec le collectif Hors Normes, qui est une société de Poitiers qui s'occupe de la production déléguée du spectacle et de la scénographie et la mise en scène, avec Christelle Déré et Martin Rossi, que je salue. Et notre projet principal en ce moment est un projet de jeu vidéo qui s'appelle Dordogne. Nous sommes en développement. Et donc c'est un jeu en aquarelle. Ce jeu est peint à la main par mon associé Cédric Babouche, qui a créé tout le jeu et tout l'univers. Et donc on est aussi sur le développement d'un projet en réalité virtuelle. Et donc en gros notre technique, c'est qu'on travaille avec un moteur de jeu vidéo qui s'appelle Unity, et la figure imposée d'arriver à rentrer tous les éléments graphiques dans ce moteur. Une fois que tout est dans le moteur de jeu, ensuite on peut rebondir vers n'importe quelle plateforme. Donc que ce soit vers des séquences vidéo pour faire du contenu linéaire pour une télévision, comme par exemple ce qu'on a pu travailler avec Arte, ou ensuite accéder à un jeu mobile ou un jeu vidéo plus console ou PC. Et donc on a été sollicité l'année dernière par le groupe Vinci pour participer donc dans le cadre de l'autre pendant de l'activité de la société qui est Mécanimation, qui est le côté plus tourné vers l'industrie. On a été sollicité par le groupe Vinci pour créer un logiciel, une application, enfin un jeu, quoi, un serious game, disons-le, en réalité virtuelle pour la formation sécurité. Donc pour la formation jusqu'à présent, c'était un intervenant avec un PowerPoint devant une salle de leurs opérateurs qui étaient à l'écoute. Et là, ce qu'on a développé, c'est un outil en réalité virtuelle où les opérateurs se retrouvent immergés dans une situation et où ils doivent avoir les bons réflexes dans le cadre d'une situation qui implique un problème chimique ou un problème électrique ou un autre problème. Et ils doivent donc choisir les bons gants, le bon casque et dans une procédure et dans un certain ordre. Et Donc, si aussi je puis dire, aussi bien avec deux aspects de ta société, qui est mécanimation ou humanimation, par exemple le travail d'un artiste à l'aquarelle ou un moment de formation pour le groupe Vinci, il y a vraiment au cœur de la société une réflexion sur la gamification, soit d'un art, soit d'un moment de formation. C'est l'enjeu vraiment de ta société, de votre société. Voilà, c'est vrai, c'est vraiment l'enjeu qu'on pourrait résumer sous l'étiquette transmédia, et donc qui est le fait d'exprimer le chapitre d'une histoire sur la plateforme qui lui correspond, ou sur des médias qui lui correspondent. Et donc c'est pour ça que en 2015, je suis cofondateur du cluster aquitain du transmédia storytelling, le CATS, où en fait on essaie de mettre en avant les projets transmédia en région, notamment en organisant des événements. Donc effectivement, c'est un peu compliqué en ce moment. Mais on a notamment soutenu l'arrivée du Cartoon Movie à Bordeaux, et qui se déroule depuis 2016, et où on s'occupe de la modération du Cartoon Game et Transmédia, qui est l'événement qui a lieu la veille du Cartoon Movie. Et donc ce savoir-faire-là, pour en revenir plus à l'aspect transmédia, on l'applique à l'industrie, où là, on ne se positionne pas du tout en expert de la sécurité ou quoi que ce soit, mais on écoute les besoins et on les traduit. Voilà, et on les traduit en interactivité, en contenu, où là, on leur a créé un lieu, un open space virtuel avec des bureaux, avec
avec une salle technique, etc., avec notre savoir-faire plus contenu, plus animation, pour pouvoir arriver à coder leurs besoins. Et c'est un succès, quoi. C'est-à-dire que des opérateurs qui n'ont jamais touché un casque de réalité virtuelle ou voire même un jeu entrent directement dans le projet et derrière c'est une formation validante, c'est-à-dire ils ressortent de là avec vraiment un savoir, avec de l'acquis, quoi. Est-ce que toi aussi, Emery, que tu as essayé du coup de blacklister le terme de serious game? Est-ce que pour éviter de faire peur, qu'est-ce que tu penses de ce terme serious game par rapport à l'activité qui est la tienne? Moi j'ai plus eu des problèmes avec le côté game, avec le côté jeu, où on m'a dit surtout dans le côté industriel, hein, où c'était mais c'est pas un jeu, hein, on joue pas. Alors OK, d'accord, vous jouez pas. Bien sûr, mais n'empêche que comme le disait Axel tout à l'heure, jouer est peut-être une des meilleures façons pour apprendre. Donc voilà. Après effectivement, oui, il faudrait peut-être réinventer un truc ou voilà. Mais même on me fait souvent la remarque par rapport au mot transmédia qui est un peu poussiéreux parce qu'il est utilisé depuis un petit moment. Mais en même temps, je n'ai pas trouvé de meilleur mot non plus pour exprimer vraiment ce fait de raconter une histoire sur plusieurs plateformes différentes. Tout à fait. Voilà. Alors, quelques petites précisions par rapport au transmédia ou au serious game. En fait, le serious game est un terme qu'on emploie beaucoup depuis le début des années 2000 et qui a eu un côté galvaudé puisqu'il y a eu des ratés. Axel nous en parlait un petit peu. C'est vrai que des fois, le côté industriel n'est pas en phase avec la notion de jeu et vice-versa. Et en fait, à vouloir absolument faire du jeu à toutes les sauces, notamment lorsqu'on veut sensibiliser un public jeune autour de l'écologie, par exemple, c'est pas forcément le jeu vidéo qui sera la meilleure solution pour les sensibiliser, surtout si on fait un jeu qui n'a rien d'amusant et qui n'a pas ce qu'on appelle cette notion de gameplay. Donc du coup, le serious game, beaucoup de gens y ont goûté et de 2000 à 2010, et beaucoup de gens se sont rendus compte que les serious game avaient un côté un peu raté, un peu chiant, des fois pas abouti, et des fois simplement ils sont ratés. Et donc du coup, beaucoup de joueurs en tout cas, pas les néophytes, mais en tout cas beaucoup de joueurs fuient ce terme maintenant serious game, ou fuient ces jeux qui ont l'étiquette serious game de peur d'aller s'y ennuyer, et on a maintenant un stéréotype qui est né de tout ça. Et en ce qui concerne le terme de transmédia, le côté qui a été un peu galvaudé, c'est que quand on est arrivé au début des années 2000 avec les grosses productions, aussi bien dans le cinéma, mais dans tous les domaines du divertissement et du jeu d'ailleurs, justement, sur le transmédia, il y a beaucoup de gens qui ont vu en grattant sous le vernis du transmédia un côté vouloir aussi faire des économies en pré-production, c'est-à-dire on a une histoire, on a un univers et on va essayer de le faire manger à tout le monde en BD, en cinéma, en jeux vidéo, en jeux de société, et voire même plus peut-être dans des menus enfants, dans des restaurants qu'on ne citerons pas. Et donc, ce côté un peu faire manger tout à toute la sauce sur un même univers, ce côté sérial maintenant que même le cinéma a, ben, le transmédia a eu un côté un peu galvaudé, un peu poussiéreux, comme tu disais, Émeric. Et le plus important, c'est de rester au cœur de l'humain. Et du coup, Émeric ou Axel, et même Sophie, par rapport aux communautés, cette notion de communauté que vous avez peut-être par l'entreprise Émeric, Sophie avec Terra Ventura, cette grande communauté, et Axel, ces communautés de joueurs, le jeu, et pas que le jeu vidéo, même le jeu, permet-il finalement de recréer un nouveau lien social? Je vous pose la question à tous les trois, donc du coup, n'hésitez pas. Du coup, allez, je commence. Allez. C'est Vous me couperez si je parle trop. Du coup, comme c'est prépondérant dans notre culture, ça crée un lien social. Maintenant, on parle de jeux vidéo en soirée, on parle de jeux vidéo dans la cour de récréation, on parle de jeux vidéo même sans parler de jeux qui sont faits pour le social. Le jeu vidéo est tellement important dans la société que les gens en parlent. On parle de notre dernière quête Terra Ventura qu'on a eu la chance de faire. Voilà, donc on parle de tout ça, c'est devenu un élément culturel important, et donc au même titre qu'on parle de séries télé et de films, on parle de jeux vidéo. Donc ça, c'est le premier point. Donc aujourd'hui, il y a tellement de gens qui jouent que ne pas jouer aux jeux vidéo, ça nous exclurait d'une partie de la société. Et, enfin, voilà. Donc il y a un vecteur où finalement ne pas jouer peut commencer à devenir sociétalement parlant, compliqué. Le deuxième aspect, c'est évidemment les jeux très orientés communautaires, hein, comme World of Warcraft, qui est une des plus longues périodes de vie de jeux vidéo de l'histoire, qui crée des communautés de gens qui sont très impliqués, qui veulent
sans cesse performer, donc être très efficace dans le jeu, créer des guildes pour être encore plus efficace à plusieurs, se souder, apprendre à bosser ensemble dans le jeu, etc. Enfin, bosser, c'est pas le mot, mais bosser dans le sens tuer des boss. Et du coup, il y a un vrai enjeu de performance cette fois. Et puis, il y a les communautés qui se créent au cours de jeux qui sont très populaires. On peut citer Minecraft, qui doit être la plus grosse communauté de jeux sur YouTube, par exemple. Ou Roblox, qui est un jeu dont on entend moins parler, mais qui a une très forte communauté aussi. Qui sont des jeux qui attirent les gens parce qu'ils sont assez faciles d'accès, parce que ils sont sympas, parce qu'ils soulignent cet aspect créatif qui est très lié au jeu. Les jeux, ça donne envie de créer des choses. Hein. On imagine, notre imagination joue un rôle important dans les jeux. Et là, c'est Minecraft et Roblox sont des jeux qui permettent de créer d'autres jeux avec. Et donc, du coup, ça crée des communautés qui sont très, très importantes, qui sont pas aussi soudées que dans un World of Warcraft, qui sont plus versatiles, mais qui papillonnent, qui explorent, qui testent, qui se côtoient, puis qui se séparent. Donc, on a ce côté un peu fédérateur autour de jeux un peu clés, quoi. Il y a des jeux que les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas forcément, même s'ils ont de la notoriété, comme un World of Warcraft qui n'est pas forcément utilisé par des jeunes de moins de 14 ans ou de moins de 16 ans aujourd'hui. Et par exemple, un jeu que certains ont oublié comme Second Life, ce sont des jeux qui ont créé du lien social. On ne compte pas le nombre de mariages d'enfants réellement nés sur cette terre, liés à ces rencontres, à ces bars, qui aussi permettent le lien concret et personnel. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour préparer cette table ronde, justement, Axel, quand tu parlais de cette nouvelle communauté de jeunes joueurs qui est dans des jeux où il y a de la création d'univers, d'environnement, on pense finalement, et beaucoup de gens pensent du mal de la jeunesse aujourd'hui, et finalement on est face à des jeunes qui sont sur une communauté qui papillonnent, mais qui du coup se regroupent aussi parce qu'ils ont compris des choses que peut-être d'autres n'avaient pas compris avant, c'est que on va faire ensemble et il faut faire à plusieurs. Ça, c'est super optimiste et positif pour cette notion de lien social redéfinie par le jeu vidéo. Du coup, vous avez quelques éléments que vous aimeriez apporter sur ce lien social Oui, ouais, redéfini. honnêtement, nous, Terra Aventura, c'est vraiment un gros vecteur de liens sociaux. On voit aujourd'hui, bon, ça se traduit par des pages, des groupes Facebook qui se sont auto-animés sur Terra Aventura. On voit donc des échanges très forts, de la créativité aussi. Hein. Ils passent à l'action en créant des goodies spécifiques et qui s'approprient. Ils vont, enfin, il y a aussi cette communauté qui va se retrouver, c'est-à-dire qu'on fait des lancements de saison, enfin un jour par an. Donc là, je peux vous l'annoncer, ce sera le 26 juin, on l'a encore pas dit. Et on sait que ce jour-là est hyper attendu parce qu'ils savent qu'ils vont se retrouver à plusieurs sur les parcours et c'est à ce moment-là qu'ils vont pouvoir échanger, discuter et se rencontrer. Et on sait que ça, c'est hyper important. Et nous, on a des badges, vous savez, les badges, j'en ai mis un ce soir, on ne le voit pas, le badge Terra Aventura, qui fait que cette communauté aussi va se retrouver. Donc avec ces badges-là, ils vont se repérer dans l'espace et ils vont pouvoir entrer en contact. Et on sent que ça, c'est ce qu'il y a de plus important, enfin, c'est pas le plus important, mais c'est très important dans la communauté Terra Aventura, c'est qu'ils puissent avoir une interaction. Donc, on met en place des outils, d'ailleurs, enfin, des jeux qui sont des éphémères, donc des parcours Terra Aventura qui vont avoir lieu sur une période très courte, où là, les joueurs addicts, ils vont se retrouver puisqu'ils savent qu'à ce moment-là, ils vont pouvoir rencontrer des pairs, en fait, et ils vont pouvoir échanger et pouvoir ensuite, pourquoi pas, on a eu des naissances aussi, des mariages, donc on a reçu des faire-part, donc on voit qu'il y a vraiment un lien qui se crée et c'est hyper important. Et d'ailleurs, ils nous sollicitent beaucoup par rapport à des événements qu'on peut mettre en place pour pouvoir se retrouver, échanger et aller plus loin dans l'univers de Terra Aventura, puisque c'est ce qui va les motiver et ils vont nous proposer aussi des choses, ils vont nous faire évoluer le jeu, l'ergonomie, enfin ils sont très moteurs, quoi. Et c'est vrai que la communauté World of Warcraft, c'est exactement, enfin c'est plus encore sans doute très très fort, mais c'est exactement on voit des similitudes comme ça sur l'investissement du joueur dans le projet, quoi. On retrouve ça d'ailleurs, moi j'ai eu l'occasion de l'expérimenter, de le voir, ça m'a beaucoup amusé dans ma famille, avec des connexions avec la Chine. Mais le Mahjong, par exemple, fait que une certaine catégorie de la population, d'une certaine moyenne d'âge en Chine, se retrouve pour le club de Mahjong et jouer, se rencontrent, il y a des tournois, etc.
Et je réagis par rapport à quelque chose qui a été dit sur le chat tout à l'heure, par rapport justement au succès de la licence Pokémon. On retrouve aussi ce côté voilà, de la collection, de se retrouver dans un lien social, sans parler d'ailleurs de l'application en réalité augmentée qui se déroulait. Vous vous rappelez ce qui s'est passé avec les smartphones et avec cette prise de conscience de la société que Pokémon est vraiment une licence très ancrée dans la société autour de ce concept de se retrouver, d'échanger avec des téléphones en virtuel ou d'échanger comme les badges de Terra Ventura. Bon, en tout cas, il faut qu'on avance. On est ensemble que jusqu'à 20h. Je vais vous dire déjà un grand merci et vous demander de rester connectés avec nous. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Émeric. Et merci, Axel. Vous êtes les bienvenus, bien sûr, pour participer et nous donner quelques éléments que ce soit sur cette deuxième partie. Et nous allons retrouver nos invités qui sont bien sûr connectés avec nous. Donc, Fabien, Thierry et Mohamed qui sont avec nous, Monsieur Tari, Monsieur Olive et Monsieur Oda, avec qui nous allons échanger maintenant autour de cet enjeu du jeu et du corps humain, mais on reste dans la même lignée de l'échange sur aussi l'interconnexion sociale, etc. Et du coup, j'ai une première question que j'aimerais proposer à Monsieur Olive, à Thierry, dont tout à l'heure, j'expliquais qu'il est donc chercheur au CNRS et que le jeu, sous toutes ses formes, pas que le jeu vidéo justement, le jeu est un des enjeux importants de l'étude. Thierry, est-ce que tu pourrais nous parler, s'il te plaît, un petit peu de ces enjeux sur la personne, cet impact que peut avoir le jeu en positif ou en négatif? En tout cas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces interconnexions avec l'homme? Oui, bien sûr, merci. Alors, peut-être effectivement commencer par dire que je suis psychologue et je travaille en psychologie cognitive, dans les sciences cognitives, et donc je vais avoir cette vision-là, je vais apporter cet angle d'analyse-là. Alors, le jeu, effectivement, tout à l'heure ça a été dit, mais c'est très important, j'ai envie de le redire, on a parlé des animaux, on a parlé des enfants, mais regardons les animaux les plus jeunes. Les animaux les plus jeunes s'amusent et ils s'amusent pour apprendre. Et j'ai regardé tout à l'heure un petit peu ce qui se passait dans le chat. On a souvent tendance à dissocier jeu et apprentissage et jeu apprendre. Et j'aurais tendance à dire que c'est peut-être pas si simple que ça. Et qu'en tout cas, il faut peut-être pas poser la question sur les serious games en dissociant les deux. Ça, c'était juste un petit élément de réponse. Pour revenir sur le jeu, oui, bien sûr, le jeu est fondamental pour l'être humain. Clairement, pour l'être humain, c'est un moyen de sortir, vous l'avez tous dit précédemment, de sortir de l'environnement dans lequel on est, un environnement contraint. Il n'y a pas d'objectif de vie, je dirais, derrière le jeu. C'est un objectif ludique, de plaisir, de motivation, d'engagement. Donc le jeu, ça amène une dimension supplémentaire, je dirais, en particulier actuellement, mais dans la vie du XXe siècle, les métro, boulot, dodo, effectivement, on voit bien le jeu, ce qu'il peut amener pour sortir de cette emprise de la société. Et lorsqu'on étudie le jeu, on étudie le jeu pour ce qu'il peut apporter. Mais on a aussi un regard en tant que psychologue, évidemment, pour le jeu, ce qu'il peut apporter, soit pour remédier à des difficultés de vie, soit pour finalement permettre d'apprendre chez des enfants typiques ou chez des personnes sans problème, et bien en quoi il peut supporter finalement un apprentissage, une vie, une meilleure connaissance. Et on a vraiment dans les travaux de recherche deux types de travaux qui sont vraiment des travaux sur qu'est-ce que le jeu. Et on en trouve peu en psychologie finalement, et en sciences cognitives on en trouve finalement peu, mais on a beaucoup plus de travaux qui sont des travaux expérimentaux qui tentent vraiment de valider cette idée, ou d'invalider en tout cas, mais de tester l'idée qu'on apprend avec des jeux. Et pour rebondir sur le jouant utile, qui est le titre, de cet apéro, oui, évidemment, jouer, c'est utile. Mais jouer, ça pourrait être inutile aussi. Et c'est pour ça que je voulais commencer par dire que le jeu, c'est déconnecter des contingences de la vie, en quelque sorte, quotidienne. Parce qu'après tout, on pourrait jouer. Et si on joue que ce n'est pas utile, c'est pas grave. Et si on joue que c'est utile, c'est encore mieux. Et c'est ce que la psychologie essaie de montrer, et c'est ce que je vais essayer de vous dire dans mon propos, c'est qu'effectivement, lorsqu'on joue, c'est toujours utile. C'est toujours utile, comme l'ont dit les collègues précédemment, sur la dimension sociale, mais c'est utile sur des connaissances, c'est utile pour déstresser, c'est utile pour sortir de cet environnement-là. Et puis, il peut avoir véritablement une visée pratique et utile lorsqu'il vise directement un apprentissage ou une remédiation. Tout à fait. Et d'ailleurs, merci Thierry, parce que là, on met les pieds dans le plat du titre, qui est pourtant excellent, parce qu'il est sujet un peu à polémique sur le jouant utile. Moi, c'est ce que j'ai expliqué à tous les intervenants quand je leur ai posé cette question sur ce qu'ils pensent du titre. Alors, certains étaient derrière un petit peu le titre, donc du coup, ils y étaient très favorables. Personnellement, je pense vraiment que cette notion du jeu, le jeu est utile. Je pense que attendre et faire passer le temps dans une salle d'attente, et je pense aux mamans qui jouent sur leur téléphone portable à Candy Crush,
Crush. C'est utile de jouer le jeu défouloir, le jeu social, le jeu historique, l'apprentissage par le jeu, que ce soit l'apprentissage d'environnement culturel, d'autres. Le jeu vidéo est comme le cinéma, il est une fenêtre ouverte sur le monde et voire même sur d'autres époques. Il y a de grandes licences. D'ailleurs, Fabien, on avait échangé à ce propos sur tout cette possibilité que permet le jeu vidéo dans l'apprentissage et dont tu as justement pu mettre en place et toi le voir aussi dans les faits. Oui, effectivement, merci Alban et bonjour à tous. Moi, je travaille au sein du SPN, qui est le réseau des professionnels du numérique, qui accompagne à peu près 200 entreprises dans leurs projets de développement globalement. Et on est basé à Poitiers, au cœur de l'écosystème Poitiers, capitale de l'éducation. Et c'est un sujet très clairement, la gamification, la ludification, moi j'aime bien ce terme de ludification de l'apprentissage, qui est aujourd'hui prégnant et je dirais qu'il se retrouve un petit peu sur toute la chaîne de valeur de la communauté éducative. Euh, on a une vraie spécificité sur le territoire, hein. Je prendrai quelques exemples après, si on a le temps, d'entreprises qui ont développé des choses très intéressantes dans le domaine du jeu pour apprendre, si on veut sortir un peu du terme de serious game. Et on a aussi, au bout de la chaîne, je dirais, un grand nombre aujourd'hui de décideurs, de donneurs d'ordre, qui sont convaincus de l'intérêt d'utiliser au moins les techniques de ludification pour favoriser un apprentissage meilleur. Ça permet notamment de lutter contre le décrochage scolaire pour des profils un petit peu atypiques qui ont du mal à s'y retrouver avec des techniques d'apprentissage, je dirais, classiques et fondamentales. Et ça se retrouve tout au long de la vie, puisque même dans le domaine de l'enseignement supérieur ou de la formation professionnelle, on a de plus en plus d'entreprises ou d'institutions publiques qui sont demandeurs en fait de ce type de mécanique. Donc c'est vrai que, comme ça a été dit beaucoup en introduction, l'image du serious game a peut-être été galvaudée à un moment donné parce qu'on n'a pas proposé peut-être des bons produits ou parce que les cahiers des charges ne correspondaient absolument pas à l'univers réel du jeu vidéo. Par contre, utiliser certains codes du jeu pour aujourd'hui avoir des méthodes d'apprentissage qui sont beaucoup plus engageantes, ça c'est déjà un premier point qui aujourd'hui fonctionne. Je pense que de plus en plus, l'enseignant comme le formateur, il a besoin de faire évoluer sa posture. Et on ne peut plus être dans une logique où le savoir est disponible partout, dans une logique très descendante, où en fait on arrive dans une salle de classe avec un cours magistral. Donc aujourd'hui, tous les enseignants, tous les formateurs, ils ont besoin déjà d'utiliser des techniques liées au monde du jeu pour en fait réussir à motiver et engager les élèves, jeunes comme plus âgés, dans le processus d'apprentissage et pour les maintenir dans la dynamique. Alors, dans les périodes de confinement, c'est encore plus vrai, puisque c'est d'autant plus facile de décrocher quand on est derrière son écran et qu'on peut facilement couper le micro et la caméra et faire autre chose. Donc pour maintenir la dynamique d'apprentissage, il faut des systèmes, ça peut être du quiz, ça peut être plein de choses différentes qui permettent en fait voilà, de proposer une expérience d'enseignement qui est différente. Après, en ce qui concerne le jeu pour l'apprentissage, c'est vrai que il y a des problématiques qui se posent, des problématiques d'investissement, des problématiques d'image, puisque en effet, comme ça a été beaucoup dit dans le chat, on peut donner le sentiment que quand on est en train de jouer, on n'est pas en train d'apprendre. Mais les mentalités, elles sont en train d'évoluer parce qu'il y a de plus en plus d'exemples probants de jeux qui sont particulièrement impactants. Et contrairement à ce qu'on pouvait penser au départ, ce ne sont pas forcément les jeux les plus sérieux qui ont un univers pédagogique et d'enseignement extrêmement développé qui sont ceux qui vont apporter le plus. On ne peut pas dire que quand on joue à Assassin's Creed, on n'a pas envie quelque part de s'intéresser à l'histoire. Et même si l'histoire, elle est peut-être détournée de la réalité, je pense que ça peut intéresser un certain nombre d'élèves à essayer de comprendre et d'aller voir et d'aller chercher plus loin sur l'histoire. On l'a dit tout à l'heure dans le chat, je trouvais ça très intéressant sur le jeu Pokémon. Effectivement, 150 mots qui sont appris grâce à Pokémon. Finalement, si on avait voulu faire un serious game extrêmement basique pour apprendre le français, peut-être que ça aurait beaucoup moins fonctionné que de faire jouer les jeunes à Pokémon. Et des exemples comme ça, il y en a une multitude. Et de plus en plus, le secteur de l'éducation comme de la formation professionnelle s'intéresse de près à ce sujet. Peut-être. Merci beaucoup, Fabien. Oui, Thierry, vas-y. Un petit point supplémentaire, effectivement, quand Fabien dit qu'on apprend quand on joue, je voudrais dire qu'effectivement, on apprend, et en psychologie, on distingue deux types d'apprentissage. Les apprentissages explicites. Alors, un apprentissage explicite, c'est très simple, c'est l'enfant qui est en classe, il sait qu'il est dans une situation d'apprentissage, il sait qu'il est là pour apprendre. Et puis, il y a ce qu'on appelle les apprentissages implicites. Un exemple très simple d'apprentissage implicite, c'est l'apprentissage de l'orthographe et via la lecture. On lit un livre, on lit une BD pour le plaisir de lire, mais en fait, on apprend aussi les règles de combinaison des lettres dans une langue, etc. Et il faut vraiment penser que jouer, en fait, j'aurais envie, quand
qu'on ne pose même plus la question de est-ce que jouer, on apprend. Parce qu'en fait de compte, si on considère que jouer, c'est une activité cognitive comme une autre, eh bien, ce qu'a montré la psychologie cognitive, c'est qu'une activité qui est répétée, et répétée, répétée, permet d'apprendre. Et permet d'apprendre soit de façon explicite, soit de façon implicite, mais ça permet aussi d'apprendre des connaissances ou des scripts ou des routines ou des fonctionnements ou d'améliorer le fonctionnement cognitif par rapport à des choses qui sont internes au jeu, mais aussi par rapport à des fonctions qui peuvent être externes au jeu. Et la question nous, qui nous intéresse particulièrement les psychologues et en sciences cognitives, c'est bien, on l'évoquait dans nos discussions pour préparer cette table ronde, c'est bien la question de ces apprentissages qu'on fait dans les jeux, finalement, est-ce qu'eux sont utiles? Et la question, ce ne serait pas est-ce que le jeu est utile, mais est-ce que les apprentissages que l'on fait dans les jeux sont utiles? Et c'est peut-être là que la recherche actuellement, on pourra y revenir, pose le plus de questions, c'est ce qu'on appelle cette capacité de transfert, en fin de compte. On voit très bien que, par exemple, dans certains jeux, on gagne en vitesse de réponse, ce qu'on appelle, nous, la vitesse de traitement, donc on a des temps de réaction beaucoup plus rapides. Mais est-ce que ce temps de réaction beaucoup plus rapide, ce gain que l'on peut observer dans certains jeux, lorsqu'on fait des études en comparant des joueurs et des non-joueurs, est-ce que globalement, ce gain-là, on va le retrouver dans d'autres activités cognitives, dans d'autres jeux? Et c'est vraiment plutôt la question qui me semble centrale, plutôt que de dire est-ce qu'on apprend? Parce que oui, on apprend. On apprend, on améliore notre fonctionnement cognitif, du point de vue de la vitesse, du point de vue de la cognition visio-spatiale, de la motricité, de l'attention, de la mémoire, des effets sur l'apprentissage. Bref, il y a des dizaines, des centaines d'articles maintenant, même si c'est un champ de recherche un petit peu récent, donc ça se compte par milliers en fait. Je regardais tout à l'heure, sur les 3 dernières années, il y a minimum 300 à 400 articles qui sortent par an en psychologie et en neurosciences pour étudier les effets des jeux. Donc vous voyez la quantité de connaissances que l'on commence à avoir. Et donc finalement, la question est là, oui, on est d'accord, on apprend tous. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces apprentissages qu'on a effectués dans un jeu, dans un cadre particulier? Est-ce que si on sort de ce contexte-là, c'est toujours bénéfique? Mais merci beaucoup Thierry, parce que là, en plus, ça me permet de faire tout le lien parfaitement avec Mohamed Tari, avec qui on a eu un échange passionnant ce matin. Justement, sur cette dimension de jouons utile, est-ce que tu pourrais préciser, Mohamed Tari, exactement ce que tu me disais par rapport à cette définition et le sujet de la thématique de ce soir du jouons utile? Est-ce que tu pourrais nous parler de cette réflexion que tu as eue sur le terme de la table ronde? Donc, en effet, pour reprendre un peu ce que vient de dire Thierry Olive, la dimension des termes et finalement de la définition des termes, il y a d'un côté la dimension du transfert des apprentissages, mais il y a également la dimension du sens, c'est-à-dire pourquoi on va essayer d'augmenter telle ou telle compétence, quelles sont les finalités. Donc, c'est finalement remettre en question ou questionner la finalité des apprentissages. Si on prend l'exemple de l'efficacité, aujourd'hui, beaucoup de personnes vont vous dire il faut être efficace, ce type de solution est bonne parce qu'elle est efficace, mais il faut questionner également les finalités de ce que l'on recherche dans l'efficacité. Parce que parfois, on peut se retrouver dans des situations. C'est pour ça qu'on va avoir des positions polarisées lors du jeu, l'utilisation du jeu chez les enfants. Donc, d'un côté, c'est se dire qu'est-ce qui est utile, et ensuite on tombe très vite dans le sens que l'on peut donner même à sa vie ou à ses activités que l'on peut avoir, et le sens que l'on peut donner encore une fois, aux apprentissages. Et ça, on se le pose très rapidement dans le domaine de la santé. Lorsque l'on donne une tâche à apprendre ou à réapprendre pour un patient, très vite, l'objectif, c'est quel sens aura cet apprentissage et quel impact cela va avoir. Par exemple, l'un des caps que l'on se donne en tant que rééducateur, en tant que professionnel de santé, ça va être la qualité de vie. Donc ça, c'est l'un des caps qui va orienter plusieurs de nos choix thérapeutiques. Et au niveau de l'apprentissage chez un jeune enfant, est-ce que ça va être tout simplement de se divertir? Parce qu'en fait, si on reprend pareil au niveau des définitions, la dimension du jeu, l'une de ses particularités, c'est que, donc on parle de divertissement, mais c'est que sur le court terme,
on n'a pas de retour, de création de richesse ou de quelque chose dont on récupère directement, comme par exemple pour le travail. Et en fait, c'est cette dimension court terme, parce qu'il y a cette dimension de court terme, mais ça a des impacts sur le moyen et le long terme. Et donc, c'est surtout ces impacts-là que l'on doit, sans idéologie ou sans parti pris initial, mais se dire quel impact, de manière la plus objective possible, parce que bon, on parle du jeu aujourd'hui, c'est une industrie qui coûte, qui pèse des millions et des milliards même. Et Mohamed, j'allais y venir parce que justement, j'allais me permettre de jouer un peu l'avocat du diable capitaliste, qui est de dire finalement, est-ce que pour certains, jouer utile, ce n'est pas jouer pour faire générer de l'argent? L'utilité pour nos sociétés, les choses sont utiles lorsqu'on gagne de l'argent ou lorsqu'on en économise. Cette dimension de l'utilité, justement, peut poser un problème à certains. Et vous en pensez quoi, vous, par rapport à cette dimension économique? Parce que, bien sûr, comme dans le domaine de la santé, il y a un lien économique. Dans le divertissement, il y a le lien économique. On l'a, bien sûr, derrière tout ça. Bien sûr. Donc là, si on prend l'exemple de la santé, l'une des premières choses à laquelle on essaie d'être attentif, c'est l'impact économique que peut avoir, par exemple, aujourd'hui, qui est indéniable, l'industrie pharmaceutique. Et de la même manière, on va avoir dans le domaine du jeu la question de se dire, il y a une dimension économique très importante. Comment on peut penser le jeu, comment on peut orienter le jeu indépendamment de cela? Parce que de manière très polarisée, si on devient anti-jeu ou pro-jeu, on perd très vite toute la nuance qui est nécessaire pour pouvoir avoir une approche plus pondérée et surtout plus adaptée. Et justement, Mohamed Tari, tu peux nous parler alors du coup de cette société, de ta société Keeping Care, et nous expliquer un petit peu quel est cet outil sur lequel il y a un gros travail de développement et de création actuellement. Donc nous, on est une société, donc on travaille aujourd'hui sur une solution qui a pour objectif de répondre à un problème auquel font face à la fois les patients, en premier lieu, les professionnels de santé et les aidants. C'est les patients notamment qui ont des pathologies chroniques. Sur le long terme, il y a un risque très élevé de réduction de l'engagement du patient et du coup de rupture du parcours de soins. Ça a un impact bien entendu humain considérable, sans parler économique aussi. Donc c'est ce qui intéresse notamment les pouvoirs publics pour pouvoir régler cette problématique-là. Donc tout l'enjeu, c'est de proposer une solution qui puisse venir finalement aider à améliorer le suivi des patients, améliorer la coordination des soins pour éviter ces ruptures de parcours et finalement améliorer encore in fine la qualité de vie des patients. Et en fait là, très vite, on retombe sur des grands principes parce qu'aujourd'hui, certains vont utiliser le terme de gamification ou autre, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est finalement tirer les principes utiles issus du jeu pour pouvoir les mettre à disposition notamment du monde de la santé. Aujourd'hui, si on parle donc du jeu, les points les plus intéressants qui vont nous intéresser pour le coup dans le développement de notre solution, ça va être notamment l'importance des feedbacks. Aujourd'hui, le feedback, donc avoir un rétrocontrôle en termes d'information, joue un rôle considérable, on le sait, dans le domaine de la motivation, dans l'ajustement, et donc c'est beaucoup utilisé dans le monde du jeu. Il y a également l'un des principes que l'on retrouve beaucoup dans le monde du jeu, c'est celui du risque, de la balance risque-récompense, qui doit être intelligemment utilisée. Donc c'est quelque part, si on a une solution où on ne fait que récompenser une personne lorsqu'elle réalise une tâche, ça peut réduire sur le long terme l'engagement parce que ça ne va pas suffisamment le motiver. De la même manière, s'il y a une approche uniquement de risque avec des erreurs, donc tomber dans l'échec de la même manière. Et en fait, finalement, on essaie de transposer ce qui existe dans la vie quotidienne avec nos patients, où on essaie de les motiver, mais en même temps de leur montrer leurs limites lorsqu'ils ne les voient pas, ou leur faire relativiser. Et le défi est d'essayer d'avoir cet équilibre que notamment les concepteurs de jeux ont tout intérêt et où ils ont excellé aussi au niveau de cet équilibre risque-récompense pour pouvoir
Parce que l'objectif de ce qu'on retrouve chez les concepteurs de jeux, c'est d'augmenter et de maintenir ce niveau d'engagement. Et nous, c'est exactement ce qu'on recherche dans le monde de la santé, notamment sur les pathologies chroniques. Alors justement, je vous pose la question à tous les trois, Fabien, Thierry et Mohamed. Quels sont les outils, alors en intégrant cette notion de gamification, quels sont les outils que vous pouvez avoir, aussi bien dans le psychologique que dans l'apprentissage, dans la formation, que dans la santé, dans le suivi de patients? Quels sont les outils qui s'offrent à vous et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme outils liés à la gamification que vous pouvez utiliser ou que vous utilisez peut-être déjà ou qui sont à créer? Bon, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que parmi les points qui pour nous sont très intéressants aujourd'hui et qui sont déjà utilisés, ça peut être les points, les barres de progression, l'évolution en fait. Le fait, encore une fois, on repart sur cette notion qui est fondamentale du feedback, de la connaissance des résultats. Et en fait, on a deux notions qu'on retrouve également, c'est la connaissance des résultats et la connaissance des performances. Le fait de savoir si la cible est atteinte ou si l'objectif est atteint et le niveau de performance obtenu va nous donner des informations sur l'adaptation des objectifs. Et donc, si on reprend cet exemple de balance risque-récompense, on tombe assez rapidement sur un concept qu'on utilise souvent, c'est celui de la zone de développement proximal. C'est essayer de se rapprocher suffisamment du niveau du patient ou de l'utilisateur dans le monde du jeu. Donc, ça veut dire suffisamment pour à la fois le mettre en difficulté pour qu'il puisse s'améliorer et suffisamment une zone de confort pour qu'il puisse ne pas abandonner et avoir cette source de motivation qui vient du fait qu'il ait réussi telle ou telle partie. Et donc, du coup, l'enjeu est là aussi. Donc, motiver, et ça nous pousse à mieux connaître, et ça demande aussi une exigence, c'est de bien connaître la cible. Donc, nos patients, lorsqu'ils ont tel ou tel, donc on connaît la complexité des patients, parce que à la complexité humaine vient s'ajouter la complexité des troubles ou de la pathologie. L'idée, c'est de vraiment bien les connaître et de bien adapter. Donc, nous, par exemple, dans notre solution, le rôle du professionnel de santé est indispensable. Le jeu ne viendra jamais remplacer, ou quelle que soit la technologie, ne viendra jamais remplacer le raisonnement clinique derrière pour pouvoir adapter les soins, adapter les solutions qui utilisent le jeu ou pas. Donc, pour répondre à la question de manière plus globale, connaître sa cible pour mieux la servir, et donc, bien entendu, mieux la servir. Nous, on part avec les objectifs. Donc, ça revient un peu à la question initiale. Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui est efficace? Et quel est le sens des jeux que l'on propose pour pouvoir mieux servir nos causes? Voilà. Je vois une grosse connexion sur tout ce qui vient d'être dit là. C'est qu'en fait, finalement, d'ailleurs, rappelons-nous que, sans parler des jeux du cirque, que le sport est un moteur de jeu. Les sports sont des jeux, les jeux sont parfois des sports, ils ne le sont pas toujours, pas les jeux de société ou les jeux de cartes, mais globalement, il y a cette dimension du jeu qui est très importante dans le sport. Alors aujourd'hui, on est dans un monde où d'ailleurs, il existe le e-sport, cette notion de jeu par le sport. Et une question de gamer que je vais vous poser, comment avez-vous vu arriver, vous, les spécialistes et des professionnels de la santé, comment avez-vous réagi à l'arrivée au début des années 2000 de ce que Nintendo n'a même pas prévu de le faire pour, mais c'est-à-dire la création d'une console comme la Wii qui amène à ce que justement pour le bien du corps et de la santé, il faut faire du sport. Plein de gens n'en font pas. C'est un grand mal de ce siècle, la sédentarisation et le fait qu'on est de plus en plus connecté aux écrans et qu'on bouge de moins en moins. Et donc, du coup, cette console a fait que on a, par exemple, je mentionne l'existence de cette association, la Silver Geek, qui amène d'ailleurs des consoles de jeux vidéo dans les maisons de retraite afin de permettre qu'il y ait sans se substituer aux balades, mais de faire quand même du jeu au sein des maisons de retraite. Et puis toutes ces applications, on l'a vu dans les publicités de l'époque avec les grands acteurs hollywoodiens qui mettaient en avant les consoles Nintendo DS. Alors, j'aurais fait un peu de pub à Nintendo ce soir, mais c'était pas pour en faire, mais parce qu'ils ont créé le programme d'entraînement cérébral, Dr Kawashima, toutes ces applications qui finalement plaisent beaucoup par le côté quiz ludique. Et que pensez-vous de l'arrivée de ces jeux faits par les grands constructeurs et qui touchent un peu à la santé, ou en tout cas à tout ce qui va être le cognitif ou la mémorisation, etc.
Là, vous pouvez répondre qui vous voulez. N'hésitez pas, tous les trois. Je vais peut-être rebondir sur ce que disait Mohamed tout à l'heure. Et c'est très intéressant de remarquer qu'il y a 2-3 concepts qui ont été utilisés, mais qui sont exactement des concepts qu'on utilise aussi dans le champ de l'éducation. Le feedback. Le feedback, c'est l'enseignant. Et on sait le rôle du feedback de l'enseignant, qu'il soit positif ou négatif, mais on connaît vraiment l'importance que ça a pour l'éducation. Et donc, on voit bien que si dans le jeu, on arrive aussi à avoir du feedback sur le joueur ou l'apprenant, le joueur apprenant d'ailleurs, ou l'apprenant joueur, je ne sais pas dans quel sens il faudrait le dire, sur des serious games ou sur des jeux, mais on voit bien qu'on s'approche de l'éducation. Mais il y a quelque chose qui est encore plus fondamental dans le jeu et qui est très intéressant pour tout ce qui serait donc du jeu utile, c'est-à-dire du jeu pour l'apprentissage, c'est l'adaptativité. Les jeux s'adaptent de plus en plus et travaillent maintenant avec des réseaux de neurones artificiels, de l'IA derrière, pour s'adapter au niveau de difficulté du joueur. Et ça, c'est quelque chose qui manque complètement dans les anciens jeux, y compris les jeux d'entraînement cérébraux, qui manquent beaucoup, mais que l'enseignant, finalement, lui, essaye de faire régulièrement dans sa classe. Et normalement, un bon enseignant, c'est justement un enseignant qui sait apporter du bon feedback et qui sait apporter des réponses adaptées au niveau pour pousser l'enfant et l'amener plus loin. Et on voit bien que dans les jeux, il y a déjà ces ingrédients. Toute la question, après, c'est effectivement, ces ingrédients-là, comment est-ce qu'on les sémiotise, comment est-ce on fait de la médiation de ces contenus-là pour les amener vers un logiciel, vers un site internet, vers un écosystème, vers un environnement qui va engager les enfants et les gens. Et clairement, on est dans de l'engagement. L'engagement est vraiment important. Le jeu permet de l'engagement soutenu, ce que généralement l'apprentissage ne permet pas. Sauf lorsque c'est un apprentissage volontaire, évidemment, mais très peu d'enfants à l'école ont un engagement soutenu. Et le jeu permet cette dimension-là. Je suis tout à fait d'accord avec Thierry, notamment sur ce manque qu'avait le jeu, surtout du début des années 2000, alors que pourtant le feedback et l'enregistrement, la sauvegarde étaient déjà là, mais ils ont intégré ça, pas au début des années 2000 avec les tout premiers softs de Nintendo, de la Wii, mais après quand il y a eu notamment cette balance board, une espèce de balance sur laquelle on se pèse, il y a un enregistreur, il y a un feedback très poussé, où même quand on se reconnecte sur une machine comme ça 2 ans après, on voit le poids qu'on pesait 2 ans avant, tout est mémorisé et il y a des conseils adaptés justement sur la santé. Nintendo en a pris conscience, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé leurs outils en comprenant que le feedback était vraiment très important pour qu'il y ait une vraie évolution. Sans feedback, sans mémoire, on n'avance pas de toute façon. Pour rebondir sur ce que vient de dire Thierry, cette dimension-là que l'on retrouve, ces grands principes qu'on peut retrouver dans le monde de la santé, dans le monde de l'éducation, ça renvoie à finalement le besoin fondamental de la transdisciplinarité. Aujourd'hui, on va avoir des spécialités qui parfois vont se déconnecter des autres. Et c'est là où on va avoir, donc d'un côté, c'est un peu ce qui s'est passé pour reprendre la question concernant la Wii ou tout ce qui a pu être utilisé dans le domaine de la santé, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est que le monde de la santé a été, entre guillemets, dépassé par le monde du jeu, où les professionnels de santé se sont emparés de ces outils parce que ça répondait à une problématique, même si initialement ce n'était pas dédié au monde de la santé. Et donc, mais il y a également des limites parce que ce n'est pas forcément adapté à toutes les problématiques, les exigences du monde de la santé. Et en fait, vraiment, le gros défi aussi, c'est d'essayer de travailler ensemble. C'est un peu ce qu'on essaie de faire chez Keeping Care. Et c'est encore plus urgent dans les domaines de la santé et de l'éducation de manière générale. C'est d'avoir ce rapport transversal, cette transdisciplinarité, pour tirer finalement les grands principes les plus efficaces, les plus étudiés, pour pouvoir les appliquer et les transférer dans d'autres domaines. Et alors Fabien, sur les apprentissages et au contact du public, justement sur tous ces apprentissages, les résultats sont probants, les résultats sont là? Oui, en tous les cas, on voit de plus en plus, c'est certain, de changements de mentalité et d'envie, je dirais, des acteurs d'aller sur ce domaine-là. Pour prendre des exemples concrets dans le domaine de l'éducation, c'est carrément l'institution qui a lancé, il y a de cela 2 ans et demi maintenant, un programme d'investissement d'avenir pour détecter des solutions alliant à la fois jeux vidéo et intelligence artificielle pour l'apprentissage fondamental du français et des maths en école primaire. Donc, c'est une véritable révolution. On n'aurait jamais imaginé ça il y a quelques années. Et imaginez qu'une entreprise comme Lalilo, aujourd'hui, a levé 5 millions d'euros
en 2019 auprès d'un fonds d'investissement qui s'appelle EduCapital. Elle a été rachetée très récemment par un géant américain qui s'appelle Renaissance. Et elle développe en fait des systèmes d'apprentissage du français basés vraiment sur les principes qui ont été évoqués ici, c'est-à-dire barre des progressions, comparaison des résultats avec les autres élèves de la classe, indicateurs de performance et de progression dans le jeu, et puis aussi un système d'intelligence artificielle qui permet de personnaliser en fait les exercices en fonction de ceux qui sont les mieux réussis pour avoir en fait de plus en plus un apprentissage qui est personnalisé. Mais l'entreprise comme ça, elle avait 5000 professeurs et 90 000 élèves qui étaient connectés en 2020 sur l'application. En 2021, ils sont sur 81 000 professeurs et 650 000 élèves en France et aux États-Unis. Donc, c'est des évolutions qui sont énormes et il faut reconnaître que pour le coup, la pandémie a peut-être aidé puisque avec les systèmes de classe à la maison, eh bien, on allait de plus en plus sur ce type d'application ludopédagogique pour permettre de continuer, d'assurer une continuité d'apprentissage, je dirais, quand on ne pouvait plus faire des cours en présentiel. Mais l'enjeu maintenant, c'est de faire en sorte qu'on fasse aussi du jeu ludopédagogique en classe et pas seulement quand on est en situation de confinement et d'obligation en fait d'utiliser des moyens détournés pour continuer à permettre aux enfants d'apprendre. Pour être peut-être un peu plus régional dans les exemples que je peux donner, je pense à une entreprise comme Magic Educ qui est basée à Châtellerault et qui a développé un serious game qui s'appelle Graphonemo et qui permet aussi d'apprendre le français grâce à des jeux qui permettent de distinguer en fait les syllabes et d'apprendre en fait de façon très progressive, syllabe par syllabe, et c'est notamment très adapté aux enfants dyslexiques. Donc le jeu permet de contourner quelque part des difficultés que rencontrent certaines typologies d'élèves. Et puis le jeu, ça fonctionne dans d'autres environnements. Je pense à une entreprise qui est basée en Angoulême qui s'appelle Seven Shapes. Là, c'est plutôt pour les adultes, où en fait, ils ont des jeux vidéo qui permettent de former au lean management. Et c'est très utilisé par des grands groupes comme Schneider Electric, par exemple, ou General Motors. C'est utilisé par des écoles d'ingénieurs et aussi également dans des lycées aujourd'hui. Et en fait, on suit un parcours vraiment comme un jeu vidéo pour permettre d'apprendre le lean management en seulement quelques semaines. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux fondateurs, il y a un des deux fondateurs qui vient du monde du lean management, et il y a un des fondateurs qui vient du monde du jeu vidéo. C'est en l'occurrence une fondatrice qui avait avant un studio de jeu très célèbre qui s'appelait Watt Entertainment, qui a vécu pendant 18 ans à Angoulême et qui a dû céder son activité juste avant de la création de Seven Shapes. Et c'est vrai que de plus en plus, ce qui est intéressant, c'est de voir que les développeurs de solutions EdTech, avec un environnement très gamifié, ils viennent du monde du jeu vidéo. Et pour prendre un exemple peut-être encore plus célèbre, c'est Célia Audan, psychologue qui est à l'origine de toute l'UX du jeu Fortnite. Et bien aujourd'hui, elle est consultante indépendante et de plus en plus, elle réalise des missions dans des entreprises de la tech pour faire des environnements, des UX très très poussés pour des jeux ludo-éducatifs. Donc c'est vraiment un champ disciplinaire qui est en plein développement. Et ça va des enfants, effectivement, jusqu'aux personnes âgées, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'association Silver Geek. Ce qu'ils font est vraiment excessivement intéressant. Et pour information, tous les ans, avant la pandémie, la finale en fait, de Silver Geek, où se retrouvent les lauréats de chacune des maisons de retraite pour un tournoi de Wii Bowling intra-maison de retraite, se fait pendant la Gamers Assembly, qui est une des grosses LAN parties françaises qui a lieu d'habitude tous les ans à Poitiers pendant le week-end de Pâques. Et on parlait aussi de l'utilité sociale du jeu vidéo, mais c'est très très impressionnant puisque quand Silver Geek organise les finales en plein milieu des LAN parties, il y a tous les joueurs et tout le public de la Gamers Assembly, il y a quasiment 1500 à 2000 personnes qui viennent assister aux finales de Silver Geek, qui encouragent les personnes des maisons de retraite à faire ce jeu, et ça crée une connexion énorme entre ces jeunes et ces personnes âgées. Et là, on dépasse vraiment tout ce qu'on aurait pu imaginer sur ce sujet. Alors malheureusement, en 2020-2021, il n'y a pas eu d'édition en présentiel, ni de Silver Geek, ni de la Gamers Assembly, mais on espère que ça pourra revenir. Et si vous voulez découvrir, je vous invite à aller voir des reportages qui ont été faits dans le cadre de Quotidien. Ça a été un peu la consécration pour Silver Geek, puisque 2 années de suite, il y a Lundi Canap, qui est un des formats de Quotidien, qui s'est intéressé et qui est venu en fait assister au final de Silver Geek pendant la Gamers Assembly. Et les reportages sont très probants sur la dynamique en fait et l'interaction sociale que crée le jeu.
Je voudrais peut-être illustrer en 1 minute très rapidement aussi, donner un exemple de ce qui se fait actuellement sur le jeu et l'éducation. Je vais prendre un exemple qui se fait par un collègue de mon équipe de recherche au CERCA. Fabien connaît ça, hein, c'est l'application Brume, hein, ou DISAP, le programme de recherche DISAP. C'est un projet qui a été porté à la fois par un enseignant-chercheur, un universitaire et une société, Tralalaire. Et l'objectif, c'est de développer un jeu qui s'adresse aux enfants, et particulièrement aux enfants qui ont des dysgraphies, entre autres. Alors, dysgraphie, ce sont des difficultés de mouvement fin, à coordonner par exemple les doigts ou la bimanualité, etc. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de développer un jeu. Et je dis bien un jeu, parce que dès le départ, c'est vraiment le parti pris qui a été choisi par le chercheur. C'est pas de développer une application où il faut faire des mouvements avec les doigts, c'est pas de développer un serious game, mais c'est de développer un jeu qui implique des mouvements pour le jeu, mais qui sont des mouvements qui vont permettre une remédiation pour les enfants dysgraphiques. Et c'est très intéressant parce que non seulement on voit que d'emblée le chercheur, mais la société est allée sur le jeu. Il n'a quasiment jamais été question dans la discussion préalable de faire un serious game. Ça a été évoqué, mais finalement très vite c'est allé sur le jeu. Mais surtout, ce qui est très intéressant, et là, moi, ça me semble, en tout cas en tant que chercheur, ça me semble important, et chercheur intéressé par le numérique et dans l'éducation et toutes ces questions-là, c'est que le jeu a été construit dans une démarche qui est pilotée aussi par la recherche, c'est-à-dire dès le départ, il y a eu des travaux en recherche pour essayer de valider tous les acquis de ce qui seront mis dans les jeux. Et ça, cette démarche du départ jusqu'à la fin, ça illustre parfaitement ce que disait Fabien et ce que disait Mohamed aussi. C'est vers là qu'on va de plus en plus, effectivement, à la fois des accompagnements de développement de chercheurs, mais maintenant la question se pose quasiment plus serious game ou pas serious game. On a envie de développer une application, on la développe, qu'elle soit sérieuse ou pas sérieuse, que ce soit un jeu ou pas un jeu, on y va. Mais en revanche, effectivement, la question là, quand on est dans le domaine de la santé, c'est quand même très important, c'est quand même l'efficacité. Et je voulais juste dire un mot sur l'efficacité, c'est qu'on n'a pas forcément à vérifier l'efficacité d'un jeu. Ça ne compte pas finalement l'efficacité dans la vie quotidienne. Par contre, lorsque c'est utilisé dans un cadre pédagogique, par exemple par des enseignants, là effectivement la question se pose. Parce que même si le jeu apporte du plaisir à l'enfant, de la motivation, de l'engagement, se pose la question de l'avantage pédagogique et éducatif que pourrait apporter le jeu ou ne pourrait pas apporter le jeu par rapport à la méthode classique. Et on est bien dans une situation où on ne peut pas se passer dans certains domaines de poser la question de l'efficacité. Et je réagis par rapport à une petite remarque qui est posée dans les questions des spectateurs ce soir, qui nous demande si on va aborder le thème de l'addiction. Alors le thème de l'addiction, c'est pas tellement lié au sujet du jeu et de l'utilité du jeu. Bien entendu, c'est un des penchants négatifs, et puis surtout pour ne pas terminer sur une note négative aujourd'hui, puisqu'on est tous quand même, je crois, assez bienveillants dans notre manière d'appréhender, d'approcher cette notion du jeu, hein, quel qu'il soit, d'ailleurs pas que le jeu vidéo, mais même le jeu en général. L'addiction mériterait autant de temps que celui qu'on vient de passer pour pouvoir quand même bien en parler, l'addiction aux écrans qu'il faut distinguer, etc. Donc là, on n'est pas vraiment sur le sujet, même si c'est une forme de réponse de dire que jouer est-il utile? Bah, si c'est pour que ça devienne une addiction et du négatif, bah, c'est pas le plus utile. Mais voilà, donc non, on rentrera pas trop sur l'addiction aujourd'hui. Désolé si les remangeons. Et en tout cas, très bonne question. C'était intéressant de le demander. En tout cas, on a tous notre mot à dire sur le sujet-là. Bon, en tout cas, sur cette dimension du jeu utile, je pense qu'on est tous d'accord, aussi bien sur la première partie de la table ronde que sur cette seconde, pour se dire que jouer est d'une utilité essentielle. J'ai eu l'occasion d'écrire une petite phrase d'un ouvrage tout à l'heure en disant que jouer permet d'exprimer sa joie de vivre. Et ça, historiquement, dans l'histoire de l'humanité, jouer permet d'exprimer sa joie de vivre, sa fantaisie et son caractère. Bien sûr, c'est en jouant qu'on apprend si on est un mauvais joueur ou un bon joueur, un bon perdant ou un bon gagnant. Et à travers le jeu, voilà, l'homme satisfait son besoin de communauté et de communication, donc d'interaction sociale. On apprend à se connaître, bien sûr, par le jeu, positivement comme négativement. Donc là, peut-être par rapport à l'addiction. Mais donc, du coup, ben voilà, on peut dépasser de quelques minutes, mais là, il est 20h. Moi, j'ai envie de dire déjà un grand merci à tout le monde. Est-ce que vous avez, les uns et les autres, un petit mot de la fin, quelque chose que vous voudriez transmettre à tous les spectateurs qu'on remercie de nous avoir suivis ce soir? Est-ce que vous avez un petit mot où est-ce qu'on peut vous retrouver, des projets que vous voulez mettre en avant? Voilà, un petit mot de la fin pour les uns et les autres. Il faudrait bien présenter un petit projet, un vieux projet, mais pour dire sur l'utilité, je trouve ça très intéressant. C'est un collègue finlandais
qui a développé alors quelque chose qui est très proche de ce qu'a développé Magic Educ, mais il y a très longtemps, c'est Graphogame, hein, qui était le logiciel de base en fait, qui a permis de travailler sur l'acquisition de la lecture et qui était aidé pour les enfants dyslexiques. Et c'est un logiciel qui a énormément marché en Finlande. Alors la Finlande a une langue transparente, c'est peut-être plus facile, mais ce collègue a été ensuite beaucoup travaillé auprès des enfants. Il a été nommé ambassadeur auprès de l'ONICEF, et il est parti en Afrique. Et il a regardé un petit peu quels étaient les effets de son logiciel qu'il a adapté pour des différentes langues en Afrique. Et il est allé dans des endroits où les écoles étaient très loin, il a déposé des tablettes dans des endroits où les écoles étaient très loin pour aider les enfants. Et ce qui est très intéressant, et c'est vraiment ce que je voulais dire, c'est qu'il s'est aperçu que ça avait un effet, donc une efficacité, une utilité chez les enfants, mais c'est surtout aperçu que les mamans ont commencé à prendre les tablettes, à regarder les tablettes, à utiliser les tablettes, et que ça a eu incidemment un effet sur la littératie des mamans. C'est tout ce que je voulais dire, mais pour montrer simplement que parfois, il y a des effets auxquels on ne s'attend pas du tout. Les enfants ont progressé, mais les mamans des enfants aussi ont, parce qu'elles manipulaient simplement la tablette et le jeu, elles aussi ont eu un certain accès finalement à leur langue auquel elles n'avaient pas accès. Mais merci Thierry, excellent, excellent. Moi, pour ma part, déjà, je voulais remercier tout le monde concernant l'organisation et les participations. De manière générale, le jeu, l'information, je pense, l'une des informations clés, c'est que c'est un outil intéressant et c'est de la manière dont on va l'utiliser qui va faire que ce sera un bon outil ou un mauvais outil et que la réflexion et le regard critique sur qu'est-ce qui est efficace, donc bien entendu, mesurer l'efficacité est fondamental dans le domaine de la santé, mais questionner les finalités tant au niveau de l'efficacité, de l'utilité, ça reste fondamental. Et voilà. Et donc, c'était un plaisir d'avoir échangé avec vous. Merci. Un grand merci. Peut-être si je peux ajouter un dernier mot aussi très très rapide, peut-être dans les Avec plaisir, Fabien. perspectives d'avenir qui feront aussi l'objet peut-être de débats futurs, c'est qu'on a de plus en plus de donneurs d'ordre, de demandeurs de solutions, aussi bien côté éducation qu'enseignement supérieur ou formation professionnelle d'ailleurs, qui s'intéressent au sujet de la formation immersive. Et donc, je pense qu'il y aura aussi tout un sujet à avoir sur l'impact de la réalité virtuelle et d'un environnement virtuel gamifié sur l'apprentissage de demain. Je pense par exemple dans le domaine de la formation professionnelle, on essaye beaucoup aujourd'hui de maintenir et de former aux gestes techniques complexes, notamment dans le cadre des formations qu'on appelle AFEST, formation en situation de travail. Et la réalité virtuelle est aujourd'hui vue comme peut-être une des voies qui va permettre de maintenir et de continuer à former, d'abord sur des simulateurs virtuels, sur des gestes techniques complexes, avant de pouvoir le faire sur la machine en réel avec moins de risques, moins d'utilisation. Et donc voilà, c'est vu comme une tendance d'avenir. La réalité virtuelle, la réalité augmentée aussi, effectivement, comme je vois dans le chat, voilà, globalement tout ce qui est immersive learning. Et je pense que ça aurait le coup peut-être dans un prochain apéro qu'on développe plus spécifiquement tous ces sujets-là. Voilà. Et puis merci et bonne soirée à tous. Merci Fabien. Ben, si personne n'a d'autres mots, moi en tout cas j'ai envie de dire jouons à des jeux de cartes, à des jeux de société, jouons par écran interposé, que ce soit aux jeux vidéo ou même pendant des périodes de confinement ou d'éloignement familiaux, jouons, partageons et essayons de ne pas tomber dans l'addiction justement. Et en tout cas, je vous dis un grand merci. Je remercie la Maison Aquitaine pour vraiment la qualité de cette ambassade parisienne pour nous et on est très fiers, le Lot-et-Garonne, d'être mis en avant au mois d'avril. Un grand merci à Damien Bizot du Campus Numérique, un grand merci donc à Sandrine et Sébastien et surtout, moi je vous dis un grand merci à tous les participants pour les échanges que nous avons eus au préalable pour préparer cette table ronde et pour la fierté que j'ai ce soir d'avoir été avec vous. Je vous remercie pour vos pensées partagées auprès de nous et bon jeu et bonne continuation à tous. Merci à tous les spectateurs d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci Alban. Merci à tous. Avec grand plaisir. Merci. À bientôt sur une chaîne Terra Ventura. À bientôt pour le prochain apéro. Merci. Merci, bonne soirée, ciao. Salut. Au revoir Sophie, au revoir Axel. Bye.